ماشي الدعوه اللي انت ترد عليه. السلام عليكم. السلام عليكم حسين، انت موجود؟ إذا هذا يبدو أنه صلاح في النهاية. ايوا حسين. أيوة حسين، للأسف الشديد. نعم. القضيه نتاع انا عاقبت عاد لا من عندكم انتم. سامعنا حسين؟ للأسف الشديد. والله للاسف سامعكم الشديد. سامعكم. ايوا زين، ايوا برك السيارتين مم. بدو لا تستعد تراعي الرئيسين خطيره تبدوتو. والله والله تمام تمام. ايوا بسم الله، ايوا بسم الله. أه، بارتاجي. خلاص. إذا السيد الرئيس، bonsoir. Donc désolé, en fait, on a eu du mal à se connecter avec vous. C'était un problème depuis hier soir. Apparemment, c'était de moi. Donc, moi, pourtant, comme vous le savez, certes, on a beaucoup de questions à vous poser. Certainement aussi, vous avez beaucoup de choses à dire. Donc, ça sera toujours à propos de l'actualité politique. Donc, l'opération électorale prochaine, la participation du FNDI. Donc, tout en rappelant aussi que votre parti, c'était le seul parti de l'opposition qui a participé au dernier référendum, que vous avez contesté les résultats après, à ma connaissance. Donc, Président, donc je vous laisse faire une introduction. Donc, à propos de l'actualité politique en général, que vous nous fassiez une estimation générale. Puis après, on va passer aux questions, Inch'Allah. C'est parfait. Je veux d'abord vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez pour. Si vous pouvez juste élever la voix, Président, parce qu'on vous entend, c'est... Ouais. Donc, je voulais tout d'abord vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez d'avoir avec vous cet entretien, ainsi qu'avec l'ensemble de vos auditeurs et ceux qui vous suivent. Mhm. L'actualité Mhm. politique du pays, comme vous le savez, est marquée par la poursuite de la logique du despotisme qui s'est imposé au pays Mhm. depuis le coup d'État de 2008. La dernière phase de cette page sombre de l'histoire du pays, c'est celle qui est en train d'écrire l'Abdelaziz en militarisant la population mauritanienne, en l'obligeant à appartenir s'inscrire dans les listes de son parti. Vous savez bien qu'il y a eu que l'UPR prétend actuellement qu'il a plus d'un million d'adhérents, alors que les démocraties les plus enracinées, les partis les plus enracinés dans les démocraties les plus anciennes, n'enregistrent à peine le quart de ce nombre prétendu par l'UPR, dans des pays dont les populations dépassent déjà les 60 millions. L'exemple de la France est à ce sujet assez éloquent. En même temps, le pouvoir donc ferme les yeux et avance inexorablement vers l'organisation d'échéances électorales futures dans une logique qui écarte totalement la classe politique, et notamment la classe politique. Il y a eu des à laquelle nous n'étions pas, en tout cas en tant que parti associé. Elle a fini par exploser, comme vous le savez, à la suite donc. Juste, Président, permettez-moi de vous couper juste pour une seconde. Président, permettez-moi de vous couper une seconde. Qui va conduire donc à des élections. Est-ce que, Président,
Permettez-moi juste de vous couper une seconde, et c'est là pour demander à nos téléspectateurs de partager la vidéo parce que pour qu'il y ait le maximum, le plus de téléspectateurs. Donc, je demande à tout le monde de partager la vidéo, s'il vous plaît. Excusez-moi, Président, donc vous pouvez continuer. On peut continuer? Ouais. Je disais donc que le pays s'avance vers donc des échéances électorales décisives, mais qui seront apparemment gérées dans une logique unilatérale par le pouvoir en place. On n'est pas donc sorti de l'auberge, à moins que l'élite du pays, qu'elle soit l'élite politique ou l'élite intellectuelle, tous ceux qui ont dissocié pour le pays, pour l'avenir de la Mauritanie, ne se ravisent et qu'ils oublient momentanément leur appartenance à la fois ethnique, tribale, politique, pour que nous venions ensemble le palais de la démocratisation, pour que nous évitions ensemble que le pouvoir puisse se reproduire, soit directement par le président, celui qui l'exerce actuellement personnellement, soit par quelqu'un de ces hommes de paille que l'on dit en train d'être préparés donc, pour assurer la relève de la place. C'est le sens de l'appel que nous avions lancé, nous, public, le 3 décembre. On a appelé à la mise en place, à la constitution d'une alliance, ce que nous avons qualifié une alliance historique, à la fois donc pour empêcher le pouvoir en place de se reproduire, et en même temps, le deuxième objectif, c'est de gagner le palais d'alternance. Cet objectif est encore un objectif impératif. Nous continuons donc à réclamer à la classe politique de façon générale, et notamment celle qui est à l'opposition, celle qui a le souci de l'avenir du pays, qui a envie de voir la Mauritanie sortir des griffes du pouvoir despotique qui s'était posé le pays depuis bientôt une dizaine d'années, mais qui ne fait que reproduire le système qui a été mis en place déjà à l'occasion du coup d'État de 1978, la présence d'un certain nombre de commandants de l'armée qui prennent le pouvoir à la suite du coup d'État et qui s'imposent au pays. Nous voulons, nous avons dit à la classe politique qu'il est impérieux que nous mettions de côté l'ensemble des appartenances à la fois politiques, partisanes, mais également tribales, ethniques, régionales, pour que nous puissions ensemble conjuguer nos efforts afin justement de gagner ce pari de la démocratie et de l'alternance dans notre pays. C'est le sens donc, de notre appel et nous continuons donc à formuler cette demande pour l'ensemble d'élite, à la fois à l'intérieur du pays, mais également à l'étranger. Voilà donc très sommairement ce que je voulais dire comme introduction donc à notre entretien. Ok, donc, Président Anne, il y a plusieurs questions qui me sautent à l'esprit. Donc, quand vous parlez de l'unité de l'opposition, est-ce que votre parti, est-ce qu'il suit toujours le cadre général de la politique du FNDI? Donc, je ne sais pas, est-ce que vous allez participer ou pas aussi? Et est-ce que, selon votre expérience que vous avez vécue durant ou pendant le dernier référendum, est-ce que vous pensez que la participation aux élections prochaines, est-ce que vous pensez que c'est dans l'intérêt général du peuple? C'est parfait. Je voudrais, de prime abord, vous dire que nous n'appartenons plus au FNDU après notre décision donc, de prendre part au référendum la dernière fois, c'était des modifications constitutionnelles. Nous avons donc pris une certaine distance par rapport au FNDU parce que nous avons constaté qu'il y a manifestement un manque de cohésion au sein de le cadre auquel on a appartenu pendant si longtemps, pendant 5-6 ans, et que malheureusement, les partis n'ont pas tous le même agenda. Et c'est donc pour cette raison essentielle que nous avons décidé donc de prendre notre indépendance en tant que parti de l'opposition et d'envisager l'avenir politique en toute indépendance. Ceci étant dit, nous considérons que les défis qui sont
qui se posent actuellement au pays ne peuvent pas être élevés par un parti individuellement. Et c'est une tâche qui doit être une tâche commune. C'est pour cela, comme je vous l'ai dit à l'occasion de votre première question, à l'introduction de ce débat, cet entretien, c'est pour cela que nous avions rendu public une déclaration le 3 décembre dernier, dans laquelle nous convions l'ensemble des acteurs politiques de ce pays de constituer une alliance historique pour gagner le plan justement de l'administration. Nous sommes donc en retrait par rapport au FND jusqu'à présent. Nous pensons qu'il est impérieux que nous reprenions un nouveau départ qui va permettre donc à la classe politique, notamment celle qui a les soucis pour l'avenir du pays, de pouvoir engager une action qui va permettre au pays donc de sortir de l'ornière dans laquelle il a été introduit depuis le coup d'État du 6 août 2008. Ça, c'est d'une part. D'autre part, en ce qui concerne la participation, nous avions été toujours partisans d'un boycott actif. C'est le sens de... C'était l'une des branches de l'alternative que nous avions proposée dans le temps donc, au FNDI. Alors, puisque vous ne voulez pas participer, on doit envisager un boycott actif. Mais on savait bien que un boycott actif n'était pas possible, connaissant donc la situation dans laquelle se trouvait le FNDI lui-même et les divergences profondes sur la démarche et la stratégie donc du FNDI. J'étais sûr qu'un boycott actif n'était pas possible. Et donc, il nous semblait être tout à fait inopportun que la classe politique inopportun que la classe politique décide tout simplement de le boycott sans que cela ait des conséquences sur le rapport de force. Et dans cette perspective, nous avons décidé donc de participer au référendum pour mettre à nu les pratiques du pouvoir et pour rejoindre le peuple mauritanien dont la position que nous avions vérifiée à l'occasion des descentes sur les marchés, dans les lycées, à l'université. J'avais la conviction que le peuple mauritanien rejetait les réformes constitutionnelles que Ould Abdel Aziz avait donc proposées. Pour me résumer sur ce point, je voulais vous dire tout simplement que nous sommes en retrait par rapport au FNDI. Nous avons fait appel, rendu public un appel donc pour que la classe politique se ressaisisse, la classe politique, notamment celle de l'opposition, c'est de cela que je parle. C'est de cela que je parle, pour qu'elle se ressaisisse et pour que nous fassions ensemble tout ce qui peut être fait pour que le pays donc sorte de la logique du despotisme à laquelle il est soumis depuis donc 2008. Est-ce qu'il y a, apparemment, on me dit qu'il y a des interférences là à l'occasion de l'émission. Non, je vous entends très bien. Madame Président, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce que vous venez de dire. Oui. Qu'est-ce que vous appelez un boycott actif? Donc, quelle est la stratégie de l'opposition qui doit adopter quand elle veut faire un boycott actif? Ça, c'est d'une part. D'autre part, bon, de toute façon, vous avez participé dans cette perspective que vous venez d'expliquer tout de suite pendant ou durant le référendum. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, Ould Abdel Aziz a fait passer les résultats de son référendum, malgré tout ce qui s'est passé, que tout le monde le sait, même le peuple mauritanien. Donc, vous ne voyez pas que dans le cadre de la participation aux élections prochaines, vous ne voyez pas que c'est le même scénario qui va se répéter?
À ce stade, je sais que s'il n'y a pas s'il n'y a pas s'il n'y a pas Mhm, s'il n'y a pas un nouveau rapport de force, euh, évidemment, l'Abdelaziz et son système vont imposer les résultats qu'ils veulent. En tout cas, mhm, en ce qui nous concerne, nous appelons la classe politique donc à un effort supplémentaire, à une cohésion nouvelle pour que nous exercions des pressions sur le pouvoir afin de l'empêcher donc mhm, d'organiser les élections dans son propre intérêt seulement. Et c'est possible, mhm, parce que nous pensons et nous avons la conviction intime que le peuple mauritanien rejette catégoriquement le système en place et qu'il manque mhm, tout simplement la possibilité de pouvoir exprimer cette position. Nous ne sommes pas du tout, mhm, nous ne sommes pas du tout euh, surpris euh, nous ne sommes pas surpris donc mhm, et nous ne sommes pas du tout impressionnés par les adhésions mhm, massives que l'UPR considère qu'il a acquises à l'occasion de l'opération qu'il vient de terminer. Nous avons la conviction mhm. profonde que le peuple mauritanien est décidé donc à, à conquérir ses libertés, mais à condition que la classe politique soit également dans le même état d'esprit. Nous avons encore Ok. l'espoir que les choses changent et que le rapport de force puisse imposer au pouvoir en place un certain nombre de concessions pour que les élections futures soient des élections transparentes et crédibles. Mhm. Si nous n'étions pas, n'avions pas Euh, confiance, si nous n'avions pas confiance en mhm, notre peuple, le peuple mauritanien, si nous n'étions pas sûrs mhm, qu'il réagit, il a envie d'être gouverné autrement, il a envie de, de, d'accéder aux libertés, d'accéder à une vie décente, nous ne serions pas introduits sur la scène politique. Mais nous avons la conviction que le peuple mauritanien, que le sang qui coule dans ses veines est le même sang qui coule dans les veines de tous les humains et qu'il il a suffisamment souffert donc de la corruption du système, du despotisme de celui-ci, du pouvoir personnel, du népotisme, du mépris. Et c'est un peuple qui est suffisamment apte, me semble-t-il. C'est une conviction, ce n'est pas une apparence, c'est une conviction capable donc de réaliser pour lui-même les objectifs de démocratie, de citoyenneté, d'égalité et de liberté auxquels chaque humain, chaque peuple aspire. Président, vous avez suivi ce qui s'est passé durant la période passée, c'est-à-dire ce qu'on appelle les négociations secrètes entre le FNDI et le gouvernement de parti IPR, ou les émissaires du président Aziz, donc on peut l'appeler de différentes façons. À l'issue de ça, après ce qui s'est passé, c'est pas la peine qu'on le répète parce que tout le monde le sait, c'est qu'il y a quelqu'un qui a divulgué ces négociations secrètes et qui en a parlé aux médias. Bon, on a vu après que le il a parlé qu'ils vont participer tout en étant prêts de faire face au régime si jamais il veut répéter les opérations, répéter la stratégie qu'il a fait pendant le référendum, à savoir les falsifications des votes, à savoir donc, dans ce cadre, il y a beaucoup de questions qui se posent, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, c'est autant à vous qu'au FNDI, mais on vous pose la question parce que vous faites partie de l'opposition en général. Quelle stratégie vous allez adopter prochainement pour, ou bien, si vous allez participer, empêcher la stratégie de falsification que l'IPR ou que le gouvernement va faire, non, si finalement vous décidez à boycotter, à boycotter d'une façon active, comme vous l'avez expliqué tout de suite. Bon, écoutez, je pense sincèrement que l'opposition s'oriente de façon évidente vers une participation, en prenant évidemment des risques que le pouvoir, comme je l'ai dit, Mhm,
tourne à son avantage donc cette participation et s'oriente donc vers une échéance en 2019 qu'il essaie de maîtriser par tous les moyens. Ceci étant dit, les jeux ne sont pas définitivement faits et nous pensons, nous en tout cas, qu'il est encore possible de changer le rapport de force et d'imposer au pouvoir en place donc les conditions de transparence des élections législatives et présidentielles futures. Je vous concède que c'est un risque en participant donc à cette élection dans les conditions actuelles, avec un pouvoir qui ne veut rien savoir, qui a l'intention donc de mettre en œuvre son propre agenda. Il y a effectivement des risques que l'opposition doit pouvoir évaluer et je suppose que ceux qui ont déjà décidé de participer ont pris tous ces éléments donc en compte. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas rendu encore public notre décision officielle de participer ou de boycotter. Nous sommes en train de tâter le pool de l'ensemble des composantes de l'opposition. Et nous, comme nous l'avions décidé d'ailleurs à l'occasion du référendum, nous avions dit que nous participerons aux séances futures, c'est-à-dire les élections législatives et présidentielles, avec les conditions de l'opposition. Apparemment, le FNDU n'a pas posé de conditions particulières pour sa participation parce qu'il a déjà décidé qu'il va participer. Encore qu'il y a des voix dissonantes qui considèrent qu'ils ne sont pas engagés par ces décisions. Mais, si vous voulez mon avis, je pense que l'ensemble de l'opposition va s'orienter donc vers cette participation qui comporte énormément de risques. Et il faut les assumer. Il faut assumer les risques. Mais je pense qu'en même temps qu'on peut encore redresser la barre, il suffit que nous ayons confiance en nous-mêmes et que nous ayons la même chose, la même confiance en notre peuple, à nos compatriotes. Je pense que ça peut être encore... Président Vic, les dés ne sont pas définitivement jetés et il y a donc la possibilité de pouvoir influencer l'avenir politique du pays. Président Vic, on est un peu gourmand, donc on veut tout savoir. On veut que vous nous faites des révélations ce soir. Donc, en se basant sur ce que vous avez dit tout de suite, est-ce que vous êtes plus proche à la participation ou au boycott, vous, dans le cadre du parti? Entre nous, si l'opposition va à la participation, on n'a pas d'autre choix que de participer. Mais nous sommes en train d'évaluer la situation. Mais a priori, puisque l'opposition s'oriente vers ce choix-là, il sera notre choix également. Donc, ok, donc ça c'est noté. Donc, président, il y a une autre question. Je vais ajouter autre chose. Oui. La décision de certains partis de l'opposition de participer déjà aux échéances 2018 a été prise avant le référendum. Et c'est l'un des éléments que nous avions conduit à sortir du référendum parce que nous avions considéré en ce moment-là que nos partenaires avaient décidé la participation en 2018, aux échéances 2018 et 2019, sans que nous ayons eu de discussion là-dessus. Et nous avions trouvé ça un peu injuste et inadmissible en même temps, parce que nous avons boycotté ensemble les élections de 2013, nous avons boycotté ensemble les élections présidentielles, nous avons décidé ensemble de ne pas aller aux élections si un certain nombre de conditions ne sont pas réunies. Et on était surpris d'entendre certains de nos partenaires dire qu'ils ont déjà pris la décision de participer en 2018. Et ça, c'était l'un des éléments qui nous ont amenés donc à se retirer des activités de FNDU. Certains peuvent nous dire, mais pourquoi vous avez participé au référendum de 2017 référendum. Nous avions participé. Je voulais à cette occasion dire à ceux qui nous suivent que pour nous, la participation était une obligation morale parce que c'était une fuite en avant des pouvoirs en place qui vient d'être battu dans son propre camp. Et parce qu'il ne voulait pas donner l'impression d'être battu, il a fait une fuite en avant en jetant donc le projet de révision constitutionnelle en voulant le faire assumer par le peuple mauritanien. Et il fallait justement être là pour montrer que les opérations qui vont à la suite desquelles l'Abdelaziz allait prétendre qu'il a obtenu l'accord du peuple mauritanien étaient des opérations frauduleuses de bout en bout.
En même temps, Mhm. ce n'était pas une élection ou une échéance dans laquelle il y avait des enjeux de pouvoir. Et, nous n'avions, en participant à ce référendum, n'avions pris aucun siège de conseiller municipal, aucun siège de maire, aucun siège de député. Il n'y avait donc pas, évidemment, aucun siège présidentiel. Il n'y avait pas donc des enjeux de pouvoir réellement dans le référendum qui avait été organisé en 2007 et auquel nous avions participé. Donc, nous n'avons rien pris à la classe politique, alors qu'il arrive que certains participent alors qu'il y a des enjeux de pouvoir dans des échéances auxquelles ils participent. Donc, nous, nous étions tout simplement attentifs à la position du peuple mauritanien qui rejeté massivement la réforme constitutionnelle. Et nous avions tenu à dire, à l'occasion de ce référendum, que le principe même du référendum sur les dispositions constitutionnelles c'était un argument donc pour dire que, pour demander au peuple mauritanien de ne pas participer, de voter massivement non. On n'est pas actuellement dans le même cas de figure. Le référendum, nous considérions qu'il n'y avait pas d'enjeu de pouvoir et qu'il s'agissait surtout d'attirer l'attention du peuple mauritanien, c'est le fait que le pouvoir en place ne se donne aucune limite, y compris le pouvoir de remettre en cause et de transfigurer les symboles de l'État, notamment le drapeau et l'hymne national, et la remise en cause des institutions. Nous pensons que le drapeau national était un drapeau de la fondation, parce qu'avant 1960, la Mauritanie n'existait pas en tant qu'État. Et historiquement, nous n'avons jamais été un État. Nous étions des Émirats et des chefferies. Mais on n'a jamais accédé à ce stade de l'organisation sociale. Et nous y avons accédé sous la bannière d'un drapeau vert avec un croissant et une lune dorée. Et il fallait que ce symbole de l'État demeure sans être transfiguré par le pouvoir en place. C'est le sens de notre combat. On ne comprenait pas que l'actuel pouvoir puisse dire aux Mauritaniens, moi j'ajoute 2 bandes rouges au drapeau pour rappeler les faits d'armes de la résistance. Moi, je me suis posé une question publiquement dans l'une des émissions d'Al-Mourabitoun, une question qui me semble être pertinente. Quelle est cette logique qui est celle... Qu'est-ce qui unit les deux logiques, qui est la logique de celui qui donne verse son sang pour défendre le pays, verse son sang pour défendre ses convictions patriotiques, ses convictions religieuses, et la logique qui conduit celui qui nous gouverne à détourner systématiquement l'argent public. Je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces deux logiques, et je me suis dit donc que le texte avancé par le pouvoir n'était pas tout convaincant, au contraire, et c'était une façon donc de se payer la tête, si on peut s'exprimer ici, de nos compatriotes. Et il fallait justement dire qu'il n'y avait rien de commun entre la résistance et le pouvoir en place. Et on ne pouvait pas le dire réellement sans avoir donc été présent dans le cadre donc, de ce référendum. Voilà. Donc, ici, j'ai une question aussi parce que de temps en temps, on entend des articles. Est-ce que vous pensez, vous, sur le plan personnel, est-ce que vous pensez que le président Aziz a réellement renoncé au troisième mandat? Il l'a dit à plusieurs reprises dans des organes de presse étrangers. Mais il a dit publiquement d'ailleurs, à l'occasion de la fin de ce qu'ils ont appelé le dialogue national inclusif. Mais je ne suis pas personnellement convaincu totalement qu'il a l'intention justement de renoncer au pouvoir. Il est en train de tâter le terrain. S'il pense qu'il peut faire passer
sa volonté de rester au pouvoir, il n'hésitera pas. Mais si en revanche, il sait que cela comporte des dangers pour lui et que cela n'est pas possible, que le peuple mauritanien ne va pas l'accepter, il ira donc au plan B qui consiste à essayer de garder à garder les ficelles du pouvoir et à introduire un homme de paille de son cru, auquel il va donc imposer sa propre volonté. Nous pensons qu'il faut amener Ould Abdelaziz à se trouver dans au troisième, au plan C, qui consiste donc à sortir normalement du pouvoir, à accepter que les élections soient des élections consensuelles et qu'elles puissent permettre au peuple mauritanien d'accéder à l'alternance démocratique. Et Abdelaziz, dans ce cas, pourra se retirer en laissant le pays dans la sécurité et dans la stabilité. Et il faut l'amener justement à cette troisième hypothèse, mais actuellement il est dans les prédispositions d'esprit, me semble-t-il, qui consiste donc à envisager encore soit de rester directement au pouvoir lui-même, soit de se faire remplacer par quelqu'un de son cru. Donc, Président, disons les choses telles qu'elles sont pour qu'on soit... en fait, si on se dit ou si on suppose que le président Aziz comprend ou qu'il accepte la troisième hypothèse que vous venez de l'évoquer tout de suite, c'est-à-dire qu'il doit renoncer au troisième mandat, qui n'est pas dans son intérêt, qu'il y a un risque que ça provoque un désordre total. Donc, dans ce cas-ci, les gens, on parle tous d'un candidat qui est l'actuel chef d'état-major général Ghazouani. Est-ce que vous ne pensez pas que si jamais il se présente comme étant le successeur du président Aziz dans une situation où l'opposition n'a pas un seul candidat uni, est-ce que vous ne pensez pas qu'il a tous les chances de son côté? Bon, écoutez, le candidat unique est réclamé vivement par beaucoup de gens. La société civile en particulier est très attentive exigeante à ce que l'opposition soit un seul candidat. En tout cas, ce choix a des avantages, mais il peut avoir des inconvénients. Les avantages, c'est que qu'il crée une dynamique au profit du candidat, donc de l'opposition. Et cela peut être effectivement décisif. Mais il a des inconvénients aussi. Il se peut que cette dynamique ne soit pas engagée et qu'il soit mieux d'envisager donc des candidatures multiples qui vont, dans le cadre d'un accord préalable, se retrouver au deuxième tour derrière celui qui aura donc par ces résultats, la possibilité donc de faire un deuxième tour. Et il me semble à ce stade que le débat est encore prématuré. Il faut attendre les élections législatives et attendre le résultat pour savoir si l'hypothèse donc d'un candidat unique ou de plusieurs candidats, laquelle est la meilleure. En tout cas, en ce qui nous concerne, au niveau de la Convergence démocratique nationale, Hizb al-Liqa, tout ce qui peut rapprocher ou donner ses chances à l'alternance, nous y souscrivons préalablement, que ce soit des candidats uniques ou que ce soit des candidatures multiples. Nous sommes particulièrement attentifs à ce que l'opposition ne tombe pas dans le travers qui consiste à ne pas se faire confiance en elle-même et à chercher dans ceux qui n'ont jamais eu de soucis pour le pays quelqu'un qu'elle pense être capable donc d'être son candidat ou son paravent. Nous, en tout cas au niveau de notre parti, nous tenons à ce que celui qui va être choisi, si on devait envisager l'hypothèse donc d'un candidat unique, soit quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il a des soucis pour le pays. On n'acceptera jamais de cautionner celui qui n'aura jamais exprimé un seul souci au pays, alors que celui-ci
est gouverné de façon lamentable par le pouvoir en place, déjà pendant plus de 10 ans. On ne souscrira jamais, jamais, encore je le dis de façon très, très franche, à une candidature dont celui qui la porte n'a pas de mérite dans l'action qui consiste donc à porter les soucis du peuple mauritanien, avoir donc les soucis pour l'avenir du pays et l'avoir exprimé soit en même temps dans le discours et dans les actes. Il sera hors de question pour nous de soutenir quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves dans le domaine donc du souci de l'avenir de la Mauritanie. Ceux qui pensent pouvoir compter sur l'opposition le jour où l'opposition n'aura pas aura décidé de choisir un candidat unique en pensant peut-être à quelqu'un en dehors de la classe politique que constitue l'opposition. En tout cas, nous, on ne s'associera jamais à cette hypothèse-là. On sera attentif à celui qui va être choisi si on doit aller donc à cette hypothèse du candidat unique, à ce que ce soit quelqu'un qui a consenti des sacrifices pour le peuple mauritanien, qui a porté les soucis de la Mauritanie, qui a fait la preuve d'être un militant de la démocratie, qui veut et qui prouve qu'il est porteur d'un projet réel pour l'unité du pays, pour sa cohésion, pour son développement. Et on ne s'associera pas à une autre force politique dans le seul souci donc de porter un candidat unique à l'élection présidentielle future. Voilà, donc je voudrais être très clair là-dessus, sur ce point précis. Ok, donc comme on l'a dit tout de suite et comme c'est connu, de toute façon la participation aux élections, c'est la vocation de tout parti politique. Mais ça m'a échappé tout de suite de vous poser la question quand on a parlé des élections prochaines. Quelles sont en réalité, ok, si on parle de conditions, en réalité, quelles sont les exigences de l'opposition, de vous dans le cadre de la convergence du parti LIRA? Quelles sont vos exigences pour que vous acceptiez de participer aux élections? C'est-à-dire, quelles sont les conditions que vous posez qui concernent ou qui garantissent la transparence de l'opération électorale? Ce sont les conditions connues de tous. Les élections transparentes et crédibles, leurs critères sont connus. C'est l'égalité des chances. C'est que le pouvoir en place n'utilise pas les instruments du pouvoir qu'il a pour fausser l'État. Il faut que, dans ce cadre, que la neutralité de l'armée soit assurée, alors que les généraux sont en plein dans la campagne d'implantation de l'UPR, alors qu'ils sont en plein dans l'action politique. Et c'est sûr que si les choses continuent à aller dans le même sens, ils seront partie prenante dans les élections législatives et présidentielles futures. Ça, c'est une élection qui est tronquée si l'armée est engagée dans le processus électoral. Cela exige également que la justice soit une justice indépendante et que le Conseil, à la fois la Cour suprême et le Conseil constitutionnel, puissent jouer normalement, en toute indépendance, leur rôle d'arbitre. Si la justice est inféodée au pouvoir, comme c'est le cas actuellement, on ne peut pas envisager une élection libre et transparente. Il faut que l'administration également soit soustraite à la volonté de pouvoir de l'instrumentaliser, comme c'est le cas actuellement. Vous savez que cette campagne d'implantation, elle a été le résultat d'un engagement de tous ceux qui reçoivent un salaire pratiquement de l'État, y compris les plantons. Les gens sont obligés de réunir autour d'eux le maximum de citoyens pour organiser ce que j'appelle les cellules de l'UPR. Les gens doivent prouver effectivement qu'ils se sont engagés eux personnellement, qu'ils ont engagé leur famille et leur tribu. Et il y a eu, dans cette logique-là, un mouvement tout à fait surprenant. Il faut que ça cesse. Il faut que le pouvoir en place cesse d'instrumentaliser l'administration pour servir ses propres fins. Il faut en même temps que l'argent public ne soit pas utilisé par le pouvoir en place. Et il faut plafonner les dépenses électorales. Comme il y a une loi que nous avions conçue, nous, du temps de la transition. Nous avions mis en place une ordonnance qui limite les dépenses électorales, alors que le pouvoir en place
celui qui l'exerce actuellement a outrepassé, crevé le plafond 15 ou 20 fois. Donc, il y a un certain nombre. Il faut évidemment que ceux qui ont en charge la supervision technique des opérations électorales soient des gens sincères, soient des gens sérieux. Il y a dans le processus technique de mise en œuvre des élections une place prépondérante au président des bureaux de vote. Mais ces gens-là, ils ne font que ce qu'ils désirent faire. Et ils exercent un pouvoir sans limite à l'occasion des opérations électorales. Ils peuvent renvoyer les représentants de l'opposition, ils peuvent changer le résultat du tout au tout. Et donc, nous avions demandé à l'occasion du référendum à la CENI qui était là, de faire prêter les présidents des bureaux de vote un serment, parce que c'est à ce niveau, au niveau de ce rouage-là que la fraude est effective et elle est massive. Les présidents des bureaux de vote sont choisis par les préfets et ils sont là pour exercer justement la volonté des préfets et des walis. Donc il faut qu'à ce stade également les choses soient corrigées. La CENI dans le temps nous avait dit mais ce n'est pas prévu par la loi. Je leur avais dit ce n'est pas non plus interdit. Mais si vous n'avez pas la possibilité de les faire prêter serment, faites-les signer un engagement, c'est l'honneur par écrit. Comme ça, il y a un minimum de respect pour leurs convictions religieuses ou leur conscience nationale. Et ils pourront, leurs prestations peuvent être améliorées et on peut limiter les dégâts qu'elles causent à l'occasion des opérations électorales. Donc, l'opposition ne demande pas plus que les exigences qui sont généralement reconnues comme étant des exigences pour toute élection transparente et crédible, qu'elle se passe en Mauritanie ou qu'elle se passe à... Voilà. Donc président, ça a été assez clair en ce qui concerne les élections. Mais en fait, il y a des gens, depuis que j'ai fait l'annonce hier, ou qu'on a parlé, j'ai beaucoup de questions. Donc, il y a des questions qui concernent l'opération électorale, mais il y a des questions qui vous concernent, vous, en fait. Donc, depuis la période que vous étiez ministre de Justice, à l'époque de la période de transition en 2005, on vous présente, donc ça, je vous transmets l'image, on vous présente comme étant l'un des présidents de l'opposition radicale, si je puisse m'exprimer là-dessus. J'ai entendu aussi des histoires, donc ça sera l'occasion que vous nous confirmez ou pas, en fait, que depuis que vous étiez le ministre de la Justice, qu'il y a eu des rapports tendus entre vous et le chef du BASEP à l'époque, l'actuel président Aziz. Les relations avec Ouamatou, est-ce que les relations avec Tekatou, le président Ahmed Oulada. Donc, ce sont tous des points, mais qui en réalité tournent autour de vous, personnellement, président. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire, qu'est-ce que vous nous apportez là-dessus? Je suis disposé à répondre à toutes les questions, à la fois celles qui concernent le pays, mais également celles qui me concernent personnellement. Moi, j'ai effectivement appartenu au gouvernement de transition. Je fus ministre de la Justice. Je venais de la société civile. J'étais avancé à bâtonnier de l'Ordre national des avocats pendant une quinzaine d'années. Tout le monde sait parfaitement quel fut mon parcours pendant cette période. Je n'ai rien à dire là-dessus. J'étais ministre de la Justice. Pour l'occasion, je n'ai jamais eu de problème avec le président Aziz pendant la transition. Aucun problème. Je n'avais pratiquement pas de relation avec lui. Et donc, nos chemins ne se sont jamais croisés pour que nous ayons des problèmes entre nous. Et je tiens à le dire, je ne m'oppose pas à avoir en place, moi et mes amis, pour des raisons personnelles. Je ne suis pas de ceux qui s'opposent ou soutiennent parce que pour des raisons personnelles. Moi, j'ai des soucis pour la Mauritanie. Si ce n'était pas le cas, moi, j'aurais pu faire mon beurre comme le font beaucoup de monde du temps du pouvoir de Maouia, du temps du président Aziz. Mais je ne suis pas dans cette logique-là de recherche des intérêts personnels et des problèmes personnels avec ceux qui nous gouvernent.
Je n'ai pas de problème personnel avec Aziz. Je m'oppose parce que je pense qu'il a fait un coup d'État contre un président élu pour la première fois dans l'histoire du pays, pour des raisons qui me semblent tout à fait injustifiées. Que le président de la République élu démette un fonctionnaire militaire donc de sa fonction, c'est tout à fait normal parce qu'il exerce là un pouvoir que lui confère la loi, et ce n'est pas normal que l'élection soit un coup d'État, qu'elle soit mise aux arrêts par celui qui a la charge d'assurer sa sécurité et qu'il prenne sa place. Je trouve ça inadmissible. Et ça me semble, j'ai considéré que c'était une gifle, non pas au président qui a été démis, mais à l'ensemble du peuple mauritanien qui venait tout juste de sortir d'une élection transparente et crédible. Ça, c'est le premier grief. Le second, c'est que en venant au pouvoir, Aziz a fait preuve d'un despotisme. Il a ramené le pays à la case départ. Il a reconstruit un système despotique, un pouvoir personnel, un mépris total du peuple mauritanien et de ses élites. Ça, c'est un second grief. Le troisième grief, c'est que cette logique-là des coups d'État, il faut que nos compatriotes le sachent, est une logique. Cette logique des coups d'État est une logique porteuse de graves dangers pour le pays. D'abord, c'est l'instabilité, c'est le développement remis à plus tard de façon systématique, parce que la stabilité, ce n'est pas la possibilité pour un homme de rester au pouvoir pendant 10, 15, 20 ans. La stabilité, c'est la possibilité pour un pays de pouvoir changer de direction sans que cela ne soit l'occasion d'une quelconque violence. Or, ça fait cette logique du coup d'État, elle s'impose à nous depuis 40 ans. Et qui peut nous assurer de la cohésion de l'armée et de son unité à la prochaine tentative de coup d'État? Est-ce qu'Aziz est le dernier militaire à aspirer à avoir l'ambition de venir au pouvoir et de réussir? Qu'est-ce qui nous garantit que demain, l'armée ne sera pas c'est un souhait que je souhaite, j'implore Dieu que ce ne soit pas le cas, demain que l'armée se divise sur un plan ethnique ou un plan racial ou un plan tribal. Les composants de l'armée s'arrachant le pouvoir. Donc, nous, par principe, nous pensons qu'il est temps que la logique du coup d'État s'efface devant un pouvoir civil élu logiquement et correctement par le peuple mauritanien dans des conditions de transparence optimales, et il est temps que le peuple mauritanien puisse accéder justement à l'alternance politique, qu'il puisse changer de direction sans que cela prête à conséquences fâcheuses ou violentes pour l'avenir du pays. Vous vous rappelez bien tous en 2003, lorsque le président, lorsque Salih Hanina a organisé sa tentative de coup d'État, la guerre des rues, la bataille des rues qui a eu lieu entre les composants de l'armée, ceux qui étaient soutenus par Abiy et ceux qui étaient contre lui. Mais nous avons peur parce que nous pensons que cette logique des coups d'État peut être extrêmement fâcheuse, avoir des résultats extrêmement fâcheux pour la cohésion du pays et son unité. Et puis vous savez bien que notre État est un État fragile. Il est un État extrêmement jeune. Et jusqu'à présent, je pourrais même le dire de façon très claire, on ne peut pas compter sur un soutien quelconque. Si nous n'avons pas la volonté et nous n'avons pas, pour nous, tous les ressorts qui nous permettent d'assurer la pérennité de notre État, personne ne le fera à notre place. Personne ne le fera à notre place. Et donc, nous pensons que le fait que l'Aziz organise ce coup d'État contre Sidi El Cheikh Abdallah, qui est un président élu, était donc inadmissible de ce point de vue-là. J'ajoute que le pouvoir en place également très tôt s'est engagé dans une logique de prédation aussi. C'est la corruption systématique, les marchés octroyés dans des conditions tout à fait contestables. C'est en même temps la faillite du système éducatif, c'est la faillite du système de santé, c'est le chômage endémique,
Vous savez que 75% de la population britannique est composée d'une jeunesse qui a moins de 30 ans. Est-ce que vous savez que 75% de cette catégorie de la population qui est majoritaire, largement majoritaire, est au chômage? Voilà donc des raisons qui me semblent être suffisantes pour que tous ceux qui ont des soucis pour le pays, pour son avenir, se retrouvent inéluctablement à l'opposition et non pas dans les soutiens. Donc je rappelle, nous n'avons pas de problème particulier personnel avec Aziz. Je n'ai jamais eu de problème personnellement en tant que président du parti avec Mohamed Abdelaziz, l'actuel détenteur du pouvoir. On s'oppose à lui, nous, en tant que parti, pour des raisons qui nous semblent être évidentes. Et on assume toutes les conséquences de notre positionnement, qui sont des conséquences parfois extrêmement insupportables, parce que vous savez, l'opposition dans ce pays, elle est persécutée par le pouvoir en place, elle est méprisée, elle est marginalisée, et donc, mais nous assumons tout ça parce que nous pensons que c'est un devoir moral d'être dans cette position d'opposant au pouvoir en place et de travailler pour que le pays puisse accéder donc à la stabilité et à la démocratie. Très bien. Autre question aussi, Président, c'est que qu'est-ce que vous en pensez de la position très précisément du parti RFD, qui depuis des années, comme on dit, tire toujours l'opposition vers la position du boycott. Donc là, on en parle d'une rupture définitive entre vous et le RFD, parce qu'apparemment, il s'exile avec INAD dans un côté. Donc, qu'est-ce que vous en pensez des rapports internes au sein de l'opposition, en prenant comme exemple votre relation politique avec le parti RFD? Moi, j'ai les meilleures relations avec le parti RFD. Je voudrais à cette occasion que je fus le premier soutien d'Ahmed Ladda en 91. Je venais tout juste d'être élu bâtonnier de l'Ordre national des avocats. J'ai fait avec lui la campagne, mais je ne suis pas allé avec lui à l'UFD dans le temps. Mais on est resté d'excellents amis. Nous le demeurons encore. Je n'ai que du respect pour le président Ahmed Ladda et pour son action politique. Ceci étant dit, je ne suis pas là pour évaluer le parcours ni la trajectoire de mes partenaires à l'opposition. C'est pas une vocation d'un dirigeant politique. Il appartient à l'histoire d'évaluer donc le parcours de chacun. Et à ce stade, donc, c'est tout ce que j'ai à dire dans nos relations avec le RFD. Pour nous, le RFD est un parti qui a une légitimité historique parce qu'il est dirigé par le président Ahmed Ladda, qui fut l'un des premiers opposants de ce pays. Il est là depuis 25 ans. Il a toute la patience d'attendre et d'assumer donc tous les sacrifices qu'il a consentis. Il ne mérite pour nous que respect et fraternité de notre part. Très bien, Président. J'ai posé cette question parce que, comme vous savez, je suis d'une façon détaillée ce qu'on écrit dans les médias. Et récemment, j'ai cru comprendre qu'on est devant deux clans qui sont en train de se composer, c'est-à-dire un clan qui est dirigé par RFD, INAD, et un autre clan qui est dans l'opposition, qui a le parti LIRA, FND et autres. Mais enfin, pour dépasser cette question, Président, je voudrais aussi poser la question à propos des partenaires de la Mauritanie à l'étranger. Sous-entendu, bien, c'est la France, sous-entendu les USA, les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que dans le parti de l'État, et vous, personnellement, président Mahfoud, qu'est-ce que vous pensez de la position, est-ce que vous pensez que la position de la France actuellement, est-ce qu'il est pro-régime, est-ce qu'il est pro-opposition, est-ce que vous pensez que jouer sur ce cadre, est-ce que ça peut avoir d'influence dans la scène politique à l'intérieur? C'est-à-dire, est-ce que les partis, que la France, les Nations Unies, les États-Unis, est-ce qu'ils vont faire des pressions sur le président ou sur le régime pour qu'il puisse fournir des garanties de transparence à l'opposition? Bien, c'est parfait. Sur le plan international, je pense que la Mauritanie doit avoir les meilleures relations avec la France pour avoir partagé avec ces pays une partie de son histoire, pour être l'un des pays donc, qui utilise encore au moins partiellement le français.
pour être le pays qui est limitrophe, qui a un voisinage francophone, pour être un pays qui a une excellente coopération avec la France. Nos relations avec la France sont doivent être des relations de la meilleure qualité. C'est également le cas des autres pays, mais il faut reconnaître que nous avons avec la France donc des relations tout à fait particulières qui doivent être préservées et nous avons des intérêts stratégiques communs, notamment la pérennité de l'État mauritanien. Je pense que la France a tout intérêt à ce que la Mauritanie demeure un État stable, qu'il garde donc sa stabilité et sa cohésion. Nous partageons avec elle donc ses soucis et tout ce qui peut renforcer donc cet objectif commun doit être fait, notamment en diversifiant et en approfondissant toutes les relations avec la France dans tous les domaines. Ceci étant dit, je ne suis pas de ceux qui pensent que la solution des problèmes de la Mauritanie viendrait de qui que ce soit, même de la France. Évidemment, la France doit être effectivement attentive à la manière avec laquelle les choses sont conduites sur le plan international d'ailleurs, et notamment dans sa sphère d'influence dont fait partie la Mauritanie. Autant que faire se peut. Je sais que le pouvoir en ce domaine, son pouvoir en ce domaine est relativement limité. Elle donne des conseils, elle oriente éventuellement, elle exprime un certain nombre d'idées. Je pense que le pouvoir ne peut pas ne pas en tenir compte. Mais l'essentiel encore du fardeau et de la charge doit être assumé par les Mauritaniens eux-mêmes. Ce sont eux qui doivent avoir donc la volonté d'accéder donc à la démocratie, d'exiger que le pouvoir en place renonce à sa politique. Et c'est à notre portée, c'est à la portée des Mauritaniens. Il faut que nous fassions nous-mêmes, il ne faut pas compter sur les autres, il faut que nous fassions nous-mêmes nous fassions nous-mêmes notre propre avenir, que nous organisions nous-mêmes les partenaires, les amis, les pays amis, certains dans ces concours, mais leur action n'est pas décisive. Donc, moi, j'appelle personnellement l'élite mauritanienne à se prendre en charge et de ne pas trop compter sur les autres, en ajoutant que les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Combien de fois la position de certains pays qui se présentent comme étant des modèles de démocratie sont décriés, leurs positions sont décriées parce que ils soutiennent des despotes invétérés, parce que leurs intérêts les obligent donc à porter cette position. Je pense donc qu'il est urgent que les Mauritaniens sachent que la solution, leur problème politique, leur avenir ne peut jamais être déterminé que par eux-mêmes. C'est en tout cas à ça que nous travaillons. Si les amis de la Mauritanie, ses partenaires peuvent être dans un concours quelconque, ce concours est tout à fait le bienvenu. Mais je sais parfaitement à l'avance que l'essentiel de ce problème-là incombe au peuple mauritanien. Ok, donc je vais poser une dernière question avant que je vous laisse faire la conclusion parce que je vois que on vous a Rithani, on est très reconnaissant du fait que vous avez accepté notre invitation. Tout à fait, disons, c'est aussi les inconvénients de la politique, c'est que nous, la jeunesse, les gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux, on est toujours gourmand, on a toujours envie de prendre des réponses, on a toujours envie de discuter avec vous, surtout avec des personnalités nationales comme vous. Donc, la dernière question, Président, c'est est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir de la Mauritanie? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une réelle transition en 2019? Et est-ce que vous avez un mot à dire à la jeunesse mauritanienne? Moi, je suis optimiste de nature. Je pense que Même quand
Même quand il même- Sinon, si ne serait pas introduit, c'est la scène politique connaissant les obstacles et les écueils qui peuvent empêcher donc l'action politique. À ce stade, il me semble que les échéances de 2019 n'ont pas ne peut pas être envisagé en toute sérénité à ce stade, parce que le pouvoir est dans une logique donc de fuite en avant, et il pense pouvoir donc envisager donc l'avenir, comme je l'ai expliqué au début de l'exposé, soit en se maintenant, celui qui détient le pouvoir, soit en se maintenant lui-même, soit en introduisant quelqu'un de son cru, de son clan. En cela, l'avenir de la Mauritanie demeure relativement obscur. Pour la jeunesse, je dirais que les enjeux, les défis dont nous venons de discuter, les défis de la démocratisation, les défis du développement, la vie décente pour le Mauritanien, pour l'ensemble du peuple mauritanien, c'est un enjeu qui doit être relevé par la jeunesse. On pourrait même dire qu'à la limite, les gens d'un certain âge peuvent se considérer pratiquement en dehors du jeu. Parce que, une Mauritanie démocratique, une Mauritanie unie, une Mauritanie égalitaire, une Mauritanie qui assume sa diversité culturelle, qui assume sa diversité linguistique, une Mauritanie qui offre à l'ensemble de ses fils les moyens de mener une vie décente. Ça, c'est une Mauritanie qui regarde essentiellement la jeunesse. Si la jeunesse ne comprend pas les efforts et les sacrifices nécessaires pour que le pays puisse lui assurer l'ensemble de ses droits et de ses avantages, personne ne le fera à leur place. Nous autres qui avons atteint un certain âge, on peut orienter, on peut conseiller, on peut pendant un certain temps demeurer attentif à l'avenir du pays, mais ce n'est pas la Mauritanie. Nous avons la Mauritanie à laquelle nous travaillons est une Mauritanie à laquelle doit aspirer la jeunesse de ce pays-là. C'est une Mauritanie démocratique, unie, je le rappelle, unitaire, dans laquelle l'ensemble des Mauritaniens se sentent à part entière comme des citoyens de ce pays, bénéficient des mêmes droits et assument les mêmes devoirs. Et une Mauritanie qui peut assurer à l'ensemble de ses fils et doit assurer à l'ensemble de ses fils une vie décente. Et c'est possible. Le pays regorge de richesses. Et sa première richesse, c'est sa jeunesse. Il faut que l'État, justement, soit l'instrument d'une gestion optimale des générations montantes, parce que c'est l'homme qui construit les peuples construisent leur propre avenir, mais à partir d'un certain nombre à partir d'un certain nombre de principes et de valeurs, nous pensons au niveau de notre parti que l'État doit mettre tous ses efforts sur l'enseignement, qui est un enseignement extrêmement dégradé dans notre pays. Vous savez que l'année dernière, tous les lycées publics n'ont enregistré qu'1% de réussite au baccalauréat. Ça, c'est la plus grande faillite qui est imputée au pouvoir en place. 1% de réussite au baccalauréat dans l'enseignement public. L'enseignement est devenu également, par ailleurs, une véritable faillite sur le plan de la cohésion nationale. Il fut, dans notre temps, en tout cas, le creuset de l'unité nationale. Maintenant, il y a un enseignement pour les pauvres, un enseignement pour les riches, un enseignement pour les négro-africains, un enseignement pour les haratines, un enseignement pour les morts. Et l'école a cessé donc d'être ce creuset de l'unité nationale qu'elle doit être et qu'elle fut dans le temps des années 60 et des années 80. Les années 70 et les années 80. Donc il faut que la jeunesse sache qu'elle a des responsabilités particulières et que la Mauritanie de demain se fera par sa propre volonté, par ses propres ambitions, ou ne se fera pas. Et je pense qu'il est temps que la jeunesse cesse de se
de se considérer comme en dehors du jeu politique, pensant que la politique ne la concerne pas. La politique concerne chacun d'entre nous et a fortiori, elle concerne l'ensemble de l'élite de la jeunesse de ces pays qui doit donc assumer l'ensemble de ses responsabilités. Donc, Président, pour conclure, je vous tiens au courant que nous espérons nous œuvrons dans ce cadre depuis des mois pour faire ou pour organiser un congrès général pour le position étranger qui va se tenir à Paris très bientôt. Donc, ça sera l'occasion pour moi de vous inviter, si vous pouvez assister avec nous ou si quelqu'un qui vous représente, si jamais vos dispositions ne le permettent pas. Une dernière question aussi, en plus de ça, et je vous laisse faire la conclusion aussi. Est-ce que vous êtes, Président Mahfouz, vous avez été témoin quand même sur des historiques, vous avez été présent dans des périodes très sensibles dans l'histoire de la planète depuis les années 90 jusqu'à présent. Est-ce qu'un jour ou l'autre, on verra les mémoires du président Mahfouz ou est-ce qu'un jour ou l'autre, vous allez nous livrer ça dans un livre ou dans un texte? Donc, ça sera juste ça et je vous laisse faire la conclusion. Et je m'excuse, je sais qu'on vous a retenu longtemps, mais vous savez, la jeunesse, on est un peu... C'est un plaisir d'avoir avec vous cet entretien. Je ne sais pas, c'est possible. Je ne sais pas, même pas si c'est intéressant d'envisager d'écrire mon expérience personnelle. Je suis en train de réfléchir là-dessus. D'autres expériences peuvent être beaucoup plus intéressantes que la mienne, mais je fais le tout pour qu'elle soit éventuellement que je puisse faire éventuellement prendre le temps d'écrire éventuellement des mémoires, en sachant bien que je n'ai aucune prétention de donner aucune leçon à qui que ce soit, et en ayant la conviction que ma vie professionnelle n'a pas été en sachant bien que ma vie professionnelle et toute ma vie d'ailleurs n'ont rien de particulier. Je suis un citoyen comme tout le monde. J'ai assumé ce qui me semble être mon devoir, mais je n'ai pas fait grand-chose par ailleurs. En conclusion, je voudrais d'abord encore vous remercier et remercier ceux qui nous suivent. Je vais ajouter tout simplement que la Mauritanie a besoin de l'ensemble de ses fils, a besoin de son élite politique et intellectuelle. Il faut que nous cessions de mettre en œuvre les stratégies individuelles. Elles ne mènent nulle part. Elles ne mènent nulle part. Il faut que chacun de nous sache qu'il a des responsabilités et des obligations envers son pays. Et le pays ne peut pas être... la pérennité de l'État, la vie que j'espère très longue de notre pays, de notre société, ne peut jamais être l'apanage des autres. Il faut que nous assumions toutes nos responsabilités dans ce cadre-là. Il faut que chacun dise qu'il a des obligations envers son pays. Les États ne se font pas, on ne peut pas assurer leur pérennité sans effort, sans sacrifice, sans consentir un quelconque intérêt donc, pour la pérennité de l'État et la survie de notre peuple. J'appelle l'ensemble de nos compatriotes à saisir le temps, l'instant historique qui est celui que nous vivons actuellement, pour que nous mettions ensemble tous les efforts dans la perspective et dans l'objectif donc de tourner la page définitivement des pouvoirs despotiques qui nous gouvernent. Il est temps que la Mauritanie accède à la normalité politique et que ses fils puissent concourir à l'exercice du pouvoir de l'autorité publique. Il faut que le peuple mauritanien puisse avoir la possibilité de choisir ceux en qui il a confiance, ceux en qui il considère qu'ils sont capables d'être investis de sa confiance. C'est à cela que nous appelons l'ensemble des Mauritaniens. Et c'est le sens de notre appel du 3 décembre. Il faut que les partis mettent de côté leurs étendards. Il faut que les personnalités
qui s'intéresse à l'avenir du pays, il faut que les appartenances ethniques, les appartenances tribales, les appartenances régionales soient mises de côté, au moins momentanément, c'est que nous gagnons tous le pari de la démocratisation. Et après, chacun pourra porter l'étendard qu'il veut. Mais à ce stade, l'impératif est une unité de l'ensemble de la classe politique de ces pays et des forces suivantes du pays pour que nous gagnions ensemble ce pari. Voilà donc ce que je voulais dire à la fin. Je vois que vous m'avez pas répondu à la question du congrès à Paris. Est-ce qu'on peut compter sur le parti Liqa d'être présent? C'est évident, je serai présent de toute façon. Inch'Allah. Donc, Président Mahfouz, ça a été un honneur pour nous tous, pour moi personnellement, de vous avoir comme invité ce soir. J'espère qu'on vous a pas trop fatigué et ça sera pas le dernier. Donc, dès à présent, on va prendre la confirmation de vous ou une promesse que vous prochainement, Inch'Allah, vous serez notre invité dès que l'occasion le permet. Et, prochainement. سأكون سعيدا لو توفرت لي الفرصة للتحدث إليكم باللغة الحسانية في مناسبة. نحن بريزيدان الليله اخترنا نعدوها بالفرنسيه لانه معنا ياسر من الاخوه والناس تخرصهم دائما يعودوا مغبونين شوي ولا البث نعدلوا الانترفاسيون مال التلفزيون كاملين نعدلوا لا بالعربيه واخترنا انه من مره لمره يتم حد يعدلها بالفرنسيه كان الخطاب يوصل هو لا ديسبورا ما شاء الله والنخبه يفهموا كاملين الفرنسيه والله بعد جلهم. طيب. خاصة الناس اللي في الخارج ما يفهموا العربية. C'était pertinent de faire l'entretien en français, mais je serais ravi d'en faire un en arabe, parce qu'il y en a aussi qui... et si je pouvais parler le polar, je l'aurais fait en polar volontiers, ou en sonique. إن شاء الله سيد الرئيس، إذا نحن مسؤولين منكم إن شاء الله. ربما نختم بما أننا نتحدث بالعربية نختم بأبيات شعر لأبو طيب المتنبي. نعود ختام مسك. ومن نعتاض عنكم إذا افترقنا وكل الناس زور ما خلاك حيي من إلهي أن يراني وقد فارقت أرضك واصطفاك. Merci infiniment, Président Mahfouz. Ça a été un honneur. Inch'Allah, à très bientôt, Inch'Allah. مرحبا وسهلا. مرحبا بريزيدنت. إذا تشكراتي للأخ عبد الدائم أيضا اللي كان معنا في هذا البث وإن شاء الله ورانا نوحدوا إن شاء الله في ذاك العاقبة نجيب. ساعة زائدة تقريبا. إذا الأخ عبد الدائم بإمكانك طيب فهم زين إن شاء الله. الله